Bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition de mercredi, on essaye de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés sur la scène africaine de la part de l'Égypte, que ce soit dans le domaine politique, économique ou dans d'autres domaines comme l'eau, l'irrigation et d'autres domaines concernant le commerce au niveau africain. Bien sûr, dans la deuxième partie de cette édition, nous allons discuter avec plus de détails et d'explications de différentes dimensions de ce sommet de BRICS qui vient, ou plutôt qui s'est ouvert hier en Afrique du Sud avec bien sûr un agenda chargé de défis, chargé d'espoir. Justement, pour commencer, nous devons donc tout de suite vous présenter ce reportage qui va jeter plus de lumière sur les activités du ministère de l'immigration, des affaires des Égyptiens à l'étranger. En fait, ce ministère a participé à la première conférence conjointe des ministres de l'immigration, du travail des pays du groupe du marché commun de l'Afrique orientale et australe, comme ça, dans la capitale zambienne Lusaka. Les explications tout de suite dans ce reportage. Le ministère de l'immigration et des affaires des Égyptiens à l'étranger a participé à la première conférence conjointe des ministres de l'immigration et du travail des pays du groupe du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, dans la capitale zambienne Lusaka. La Zambie a été élue présidente de la conférence, le Burundi vice-président et l'Égypte a été choisie comme rapporteur de la conférence. La délégation égyptienne participant à la conférence était dirigée par le ministre adjoint d'État pour l'immigration, pour les affaires des communautés Amr Abbas et en présence de l'ambassadeur d'Égypte en Zambie, Mu'taz Anwar. La conférence a tenu ses sessions sur 4 jours, dont 2 jours de consultation et de réunions de hauts responsables, au cours desquels la base de données régionale sur l'immigration du COMESA a été lancée, en plus du premier rapport statistique sur l'immigration de la main-d'œuvre du COMESA. Un colloque intitulé « Dialogue sur l'immigration » s'est tenu pendant la 3e journée, au cours duquel de hauts responsables ont discuté des questions de liberté de circulation entre les pays du groupe du COMESA. Pour sa part, M. Abbas a passé en revue, lors de sa participation au colloque « Dialogue sur l'immigration », l'expérience égyptienne pionnière en matière de soutien à la migration sûre et de lutte contre l'immigration clandestine, ainsi que les programmes de formation et de qualification pour les jeunes afin de les préparer aux différents marchés du travail. D'autre part, l'Égypte a favorablement accueilli la déclaration conjointe libyenne signée à Benghazi par le président du Conseil présidentiel libyen Mohamed Younes El-Menefi, le président de la Chambre des représentants Aguila Saleh et le maréchal commandant en chef de l'armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar. Donc les explications, les détails, tout de suite dans ce reportage. L'Égypte a favorablement accueilli la déclaration conjointe libyenne signée à Benghazi par le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menefi, le président de la Chambre des représentants Aguila Saleh et le maréchal et commandant en chef de l'armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a valorisé la confirmation de tout volet politique libyen et du dialogue national, ainsi que l'exercice par la Chambre de représentants de ses pouvoirs pour prendre toutes les mesures afin d'assurer l'entérinement des lois électorales qui lui ont été envoyées par le comité 6+6 au terme de ses travaux. Le communiqué a également salué l'appel au chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye à ne prendre aucune mesure unilatérale en rapport avec le volet politique
En plus de l'importance pour le président du Conseil présidentiel de convoquer une réunion qui inclut les présidents de la Chambre des représentants et du Conseil d'État pour des consultations sur le volet politique national afin de parvenir à l'entente dans le but de finaliser les lois électorales. Donc, arrivant ainsi au troisième reportage qu'on a aujourd'hui, il s'agit d'une délégation conduite par l'ancien président nigérien Abdulsalami Abubakar qui a été accueilli à l'aéroport de Niamey par le nouveau Premier ministre nommé par les militaires Ali Mahman Lamine Zeine. Elle a pu donc rencontrer le président déchu Bazoum, Mohamed Bazoum plutôt, qui est retenu prisonnier depuis le coup d'État du 26 juillet, dont la CEDEAO et de nombreux pays exigent la libération de retour au pouvoir. Donc, plus d'explications sur cette visite effectuée par cette délégation à Niamey dans ce reportage de chez Boussel Omar Ouarafa. Une délégation conduite par l'ancien président nigérian Abdulsalami Abubakar a été accueillie à l'aéroport de Niamey par le nouveau Premier ministre nommé par les militaires Ali Mahman Lamine Zeine. Elle a pu rencontrer le président déchu Mohamed Bazoum qui est retenu prisonnier depuis la crise du 26 juillet et dont la CEDEAO et de nombreux pays exigent la libération et le retour au pouvoir. Monsieur Bazoum a le moral. C'est ce qu'a assuré une source au sein de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, précisant que le président renversé n'a toujours pas d'électricité. Abubakar s'est également entretenu avec le général Tiani, une éclaircie diplomatique par rapport à sa précédente visite au nom de la CEDEAO le 3 août dernier, où il n'avait rencontré ni le nouvel homme du Niger ni le président Bazoum. Le contenu de leur échange n'a pas été dévoilé. Le général Tiani n'a mentionné ni le président Bazoum ni la visite de cette délégation, même s'il a affirmé sa disponibilité à tout dialogue. Pour autant qu'il tienne compte des orientations voulues par le peuple nigérien. L'option militaire est brandie par la CEDEAO depuis plusieurs semaines. Le 10 août, les dirigeants ouest-africains avaient ordonné le déploiement d'une force en attente dont les comptes étaient dessinés à Accra sans en donner les modalités ou le calendrier. Du côté de Niamey, les militaires assurent que la population soutient la prise de pouvoir. Les États-Unis, partenaires importants du Niger dans la lutte antiterroriste, ont indiqué qu'une nouvelle ambassadrice était installée à Niamey. Partenaire du Niger, la France, qui déploie quelques 1500 soldats, a été sollicitée dans les heures qui ont suivi la crise pour apporter son appui à une éventuelle intervention de l'armée nigérienne pour libérer M. Bazoum, a-t-on appris samedi de sources proches du dossier. Le Niger est régulièrement endeuillé par des attaques terroristes sanglantes depuis plusieurs années. Ouverture hier en Afrique du Sud du sommet des BRICS avec plus de précision de la presque 15e édition du sommet des BRICS qui est en quête cette fois-ci d'influence, d'expansion et de dédollarisation. Donc, chers téléspectateurs, cette conférence, ce sommet se trouve en fait en face de grands défis de crise très sérieuse qui frappe toujours le monde entier. Mais hier, on trouve que les leaders des 5 grandes nations qui représentent presque 42% de la population mondiale ont présenté leur point de vue, ont présenté leur vision. Par exemple, se débarrasser du dollar en tant que monnaie mondiale est irréversible selon le président russe. Nous travaillons à trouver les meilleurs mécanismes de règlement financier éloignés des mécanismes occidentaux, car les pays BRICS relâchent leur attachement au dollar.
Ce sommet vise à discuter de diverses questions liées à la transition vers les monnaies locales et leur application dans les transactions financières entre les 5 pays de BRICS. Donc, ce sont parmi les grandes déclarations faites par les différents leaders bien sûr de BRICS. Et avant d'arriver à cette intervention téléphonique qu'on a actuellement, je dois quand même vous rappeler que la nouvelle banque de développement affiliée au groupe est devenue l'alternative fiable aux institutions financières occidentales, jouant un rôle important dans le renforcement de l'interdépendance économique entre les pays du groupe, selon toujours les explications ou les déclarations faites par les différents leaders de BRICS. Justement, j'ai actuellement en ligne de l'ATV international monsieur l'ambassadeur Hussein Hariri, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes toujours le bienvenu sur la chaîne de l'ATV international et spécialement sur Autour du Monde. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Monsieur Hussein Hariri. Oui, bonjour monsieur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Permettez-moi de vous poser cette question. D'une manière générale, quels étaient les messages à retenir de votre part à partir les interventions et les allocutions qui ont été faites par les différents leaders des BRICS en Afrique du Sud? Je pense que les dirigeants voulaient souligner le fait qu'ils ils cherchent la sécurité et la paix internationale. Ils cherchent à entretenir la coopération internationale entre les grandes puissances et que le système économique et le système financier international devraient être réconsidérés au bénéfice des pays en voie de développement. Oui. Et certainement, un des grands défis devant ce sommet, c'est la question de l'élargissement du groupe. Comme vous le savez, cher monsieur, plusieurs pays africains et de l'Asie et du Moyen-Orient et du monde arabe ont soumis des demandes d'adhésion au BRICS. Alors, nous attendons quelle serait la décision prise par ce sommet, le 15e sommet de BRICS, à propos de ces demandes-là. Je pense que ce sommet marque un tournant, pas seulement dans l'histoire de ce groupe-là, mais un tournant dans les changements qui sont en cours dans le système international, dans la mesure où ces pays-là, les pays membres de BRICS, et principalement la Chine et le Brésil, veulent certainement que le système international devient un système plus équitable, moins compétitif et plus coopératif. Oui. En fait, on trouve qu'à la lumière de votre éclaircissement, les journalistes voient que les BRICS aimeraient rebattre les cartes du monde, se faire des grands défenseurs de ce qu'ils appellent le Sud global face à la domination de l'Occident, ce qui passerait notamment par une nouvelle monnaie. Donc, ils parlent actuellement de la dédollarisation, c'est-à-dire une alternative, c'est la création d'une monnaie unie des BRICS dans les transactions internationales, au lieu de dépendre seulement du dollar. C'est une question. L'autre question, c'est Monsieur le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a dit que les Africains essayent d'arriver à un système mondial plus équilibré, plus juste. Comment vous avez donc observé de telles allocutions? Oui, certainement. Nous sommes conscients qu'il y a une tendance maintenant, il y a une opinion qui se répand que, à la lumière des sanctions occidentales et particulièrement sanctions américaines
contre la Russie et le gel des avoirs financiers russes à l'étranger. Et certainement, beaucoup de pays, et pas seulement les pays membres du BRICS, veulent certainement se déconnecter de ce système financier international qui est dominé par l'Amérique et sa monnaie, le dollar. Ceci dit, ce n'est pas pour demain la dédollarisation. La dédollarisation resterait pour un certain temps la monnaie d'échange commerciaux, ainsi que la monnaie principale entre les pays dans la globalisation. Mais certainement, c'est un courant qui se répand et ça va prendre du temps, mais en même temps, les Américains et les Occidentaux vont certainement ne vont pas accepter de tels changements, car le dollar, c'est une source de la puissance américaine, une source financière et économique de la puissance américaine sur la scène internationale. Mais ce courant existe et je pense que dans les décennies à venir, peut-être les BRICS se mettent d'accord sur une autre monnaie, une monnaie de réchange. Peut-être ça va s'enraciner. Mais ce n'est pas pour demain. À mon avis personnel, ce n'est pas pour demain. Et d'un autre côté, l'autre question sur l'Afrique, certainement, les pays africains veulent jouer un rôle dans les décisions internationales, plus spécialement dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui correspond à leur poids de vote à l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que leur rôle dans la politique internationale. Et certainement, la Chine, par exemple, veulent admettre des pays africains au sein BRICS, mais on attend toujours les décisions que le sommet de BRICS à l'Afrique du Sud va adopter dans ce domaine-là. En fait, la presse internationale, la presse occidentale quand même, a cadré une déclaration très importante faite par Lula da Silva, le président brésilien. Par exemple, le dynamisme des économies des BRICS est une force motrice. Le président brésilien a tenu à mettre l'accent sur les dynamismes que représente pour lui un bloc comme les BRICS pour l'avenir. Selon ses propres termes, depuis le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement, notre part au sein de l'économie globale n'a cessé d'augmenter. Et selon les prévisions, les marchés émergents en développement seront ceux qui connaîtront le plus de croissance au cours des prochaines années. Selon la FMI, alors que les pays industrialisés devraient passer d'une croissance de 2,7% en 2022 à 1,4% en 2024, les pays développés devraient donc, eux, passer une croissance de 4% sur cette même période. Donc, comment vous avez analysé une telle déclaration, un tel message concernant l'avenir prospère pour les économies émergentes, pour les pays en voie de développement dans l'avenir? Certainement, le président brésilien exprime son point de vue. Mais je crois qu'on doit prendre ses ambitions avec caution, parce que le BRICS n'est pas un groupe homogène. Ce n'est pas à l'instar de l'Union européenne ou à l'instar de l'OTAN, l'Alliance Atlantique. Et il y a des divergences entre les pays membres des BRICS. La Chine et l'Inde, par exemple, oui, effectivement, l'économie chinoise et l'économie indienne représentent une part importante
dans le produit brut international. Ouais. Mais certainement, la Chine a ses intérêts économiques et ses intérêts financiers qui ne sont pas identiques avec les intérêts économiques et financiers de l'Inde, par exemple. Ouais. Je vous donne un seul exemple sur la divergence des intérêts au sein du groupe de BRICS, particulièrement dans les domaines économiques et financiers. Et je n'ai pas parlé de divergences politiques et de divergences stratégiques entre, par exemple, la Chine et l'Inde, entre, par exemple, la Russie et le Brésil, la Russie d'un côté, et le Brésil et l'Afrique du Sud. Alors, en conclusion, je pense que les propos attribués au président brésilien expriment ses choix, on les respecte, mais on doit les prendre avec caution. Il ne me reste que presque une minute, donc très rapidement, comment vous avez analysé ce message, cette réponse de la part du président russe Vladimir Poutine après son retrait de l'accord de céréales? Il a dit que les sanctions occidentales avaient entravé l'approvisionnement alimentaire et les paiements bancaires de la Russie. Certainement, la Russie défend sa position et vis-à-vis cette position, il y a la position occidentale avancée par les Américains que l'initiative de grains, de céréales de l'année dernière certainement ne pose aucun problème. Oui. Et ce que personnellement, j'espère que l'Occident et la Russie vont arrêter d'utiliser les exportations céréalières comme une arme dans cette confrontation. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour votre intervention téléphonique. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Et donc, avec ça, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention, chers téléspectateurs, et à la prochaine.